Il y a des matins qui commencent comme des matins ordinaires, puis qui basculent dans quelque chose d'autre, quelque chose pour lequel on n'a pas de mots précis, quelque chose qui ressemble à la fois à un tremblement de terre et à un réveil brutal d'un rêve trop doux. Ce mardi-là, je m'appelais encore Camille Fontaine, fille aimante, héritière d'une maison de bord de mer que ma grand-mère m'avait léguée avec ses mains tremblantes et son regard plein de tendresse. Ce mardi-là, tout ce que j'avais construit sur la certitude tranquille d'être aimée s'est mis à vaciller. Le message de la banque était arrivé à 7h42. Je m'en souviens parce que je regardais l'heure sur mon téléphone, en buvant mon café, ce café trop fort que je prépare toujours quand je suis seule, et que personne ne me regarde verser 2 dosettes au lieu d'une. Le soleil entrait par les fenêtres de mon appartement à Lyon, cette lumière de début d'octobre qui est encore chaude, mais qui porte déjà en elle la promesse du froid, cette lumière mélancolique que j'aime parce qu'elle me rappelle que rien ne dure et que c'est peut-être pour cette raison que les choses méritent d'être savourées. Je lisais des notifications sans les lire vraiment, l'esprit ailleurs, planant dans ce demi-sommeil éveillé qui précède les vraies décisions de la journée. Et puis j'ai vu le nom de la banque, Crédit Maritime de l'Ouest, et j'ai lu « Madame Fontaine, nous vous confirmons la finalisation du refinancement hypothécaire sur le bien situé au 4, chemin des Mouettes, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, pour un montant de 160 000 €, à un taux fixe de 3,9% sur 20 ans. Votre conseiller reste à votre disposition pour toute question relative aux modalités de remboursement. Cordialement. » J'ai relu le message 3 fois, puis une 4e, puis j'ai posé ma tasse de café. Et j'ai senti quelque chose de froid se répandre dans ma poitrine, quelque chose qui n'était ni la surprise ni la peur, mais peut-être la précognition de la douleur, ce sentiment que le corps ressent avant que l'esprit ait eu le temps de comprendre. La maison des Mouettes, ma maison, celle de mamie Élise. Je n'avais signé aucun document, je n'avais contacté aucune banque, je n'avais parlé à personne d'un quelconque refinancement. J'ai appelé immédiatement le numéro indiqué dans le message. Une voix automatique m'a invité à patienter. J'ai patienté 4 minutes et 22 secondes. Je comptais. Parce que compter m'empêche de paniquer, c'est une habitude que j'ai depuis l'enfance, depuis les soirs où mes parents se disputaient, derrière des portes fermées. Puis, une voix humaine, jeune, légèrement essoufflée, a décroché. Crédit Maritime de l'Ouest, Aurélie Morin. Bonjour, je me suis présentée. J'ai donné mon nom, mon numéro client, l'adresse du bien, et j'ai dit, aussi calmement que j'en étais capable, je viens de recevoir une confirmation de refinancement sur ma propriété. Je n'ai pas signé ce contrat. Je n'ai aucun souvenir d'avoir eu quelque discussion que ce soit avec votre établissement à ce sujet. Pouvez-vous m'expliquer ce qui se passe? Le silence qui a suivi était court, mais dense. Aurélie Morin a tapé quelques touches. « Je vois le dossier, madame. Il a été ouvert il y a 3 semaines. Les documents ont été signés en agence, à Saint-Gilles, le jeudi 15 septembre. » Elle a hésité. « Vous n'étiez pas présente à cette réunion? » « Non. » Nouveau silence. Plus long, cette fois. « Je vais devoir en référer à mon responsable, madame Fontaine. Pouvez-vous nous rappeler dans 1 heure? Ou souhaitez-vous être rappelée? J'ai dit que je vendrais en personne, que j'avais besoin de voir les documents, que je prendrais ma voiture immédiatement. Saint-Gilles était à 3 heures de Lyon. Je n'avais pas de cours ce mardi-là. J'enseigne le français et l'histoire-géographie dans un collège de banlieue. Et cette semaine était une semaine sans classe, une de ces semaines pédagogiques où les professeurs préparent, corrigent, s'épuisent dans un silence administratif que personne ne voit. J'avais donc le temps. J'avais les 3 heures. J'avais aussi, et surtout, cette certitude qui s'était formée dans mon estomac comme un caillou dur et froid. Quelqu'un avait imité ma signature. Quelqu'un que je connaissais. Je n'avais pas encore prononcé leur nom, même dans ma tête. Je me suis refusée à cette pensée pendant les premières minutes. Mais au fond de moi, dans cet endroit silencieux, où la vérité se terre, avant qu'on ait le courage de la nommer, je savais déjà. Mes parents. Ma mère avec ses mains nerveuses qui ne tiennent jamais en place, mon père avec ses silences et ses dettes que je n'avais jamais vues,
mais que j'avais senti, comme on sent l'orage avant qu'il arrive, dans la texture particulière de l'air. J'ai pris une douche froide, j'ai mis des vêtements propres, j'ai mangé une tartine sans la goûter. Et j'ai pris l'autoroute en direction de l'Atlantique, avec cette chanson de Barbara qui tournait dans ma tête, ces mots sur la pluie à Nantes, sur les amours qui se défont, sur les villes qu'on quitte et qu'on retrouve, sur le temps qui passe et qui ne répare rien, mais qui continue quand même, indifférent et doux à la fois. La route était belle, d'une beauté presque indécente par rapport à ce que je ressentais. Les vignes de la Vendée étaient rousses et dorées. Les ciels d'octobre au-dessus des marais avaient cette couleur de mercure qui me serre toujours le cœur, et les panneaux qui annonçaient Saint-Gilles se rapprochaient avec cette logique implacable du réel qui continue d'avancer même quand on voudrait qu'il s'arrête. J'ai pensé à mamie Élise. À l'été de mes 9 ans, quand elle m'avait appris à nager dans la mer, comment elle tenait mes bras et disait « N'aie pas peur, l'eau te portera si tu lui fais confiance ». À l'odeur de sa maison, ce mélange de sel et de lavande et de vieux bois, cette odeur d'enfance et de vacances, et de quelque chose qui ressemble à la liberté. Elle me l'avait léguée à sa mort, il y a 4 ans, juste à moi. Pas à mes parents, pas à mon frère, à moi. Et j'avais compris, sans qu'elle me l'explique. Pourquoi? Parce qu'elle savait que mes parents n'étaient pas des gens à qui on confie des biens précieux. Parce que moi, par contraste, j'étais quelqu'un qui garderait, qui veillerait sur les murs blancs et les volets bleus et le jardin planté d'hortensias, comme si c'était une mission. J'ai pleuré un peu sur l'autoroute, juste assez pour sentir que j'étais encore humaine. L'agence du Crédit Maritime était dans le centre de Saint-Gilles, une de ces rues commerçantes qui se vide l'hiver et déborde l'été. En cette mi-octobre, elle avait cette allure mélancolique des stations balnéaires, hors saison, ses volets fermés et ses terrasses repliées, cette impression d'un monde qui s'est retiré en attendant un autre cycle. J'ai garé ma voiture sur le parking du port. J'ai regardé la mer quelques secondes. Le vent était fort, les vagues courtes et grises, et les bateaux dans le port se balançaient avec cette régularité hypnotique que j'associe à l'enfance. Puis, je suis entrée dans l'agence. Aurélie Morin était plus jeune que sa voix ne le laissait supposer. Peut-être 25 ans, avec des lunettes à monture rouge et l'air de quelqu'un qui veut bien faire, mais qui ne sait pas encore comment faire face aux situations imprévues. Elle m'a reconnue, ou plutôt elle a reconnu mon nom, et s'est levée immédiatement. « Madame Fontaine, Monsieur Delacour vous attend, notre directeur d'agence. » Monsieur Delacour était un homme d'une 60aine d'années, avec des cheveux poivre et sel parfaitement coiffés, et des mains de pianiste. Il m'a fait asseoir dans un bureau qui sentait le papier et le café refroidi. Il avait l'air soucieux, pas de la façon qu'ont les gens quand ils essaient de cacher quelque chose, mais de la façon qu'ont les gens qui ont découvert quelque chose qu'ils n'auraient pas voulu découvrir. « Madame Fontaine, merci d'être venue aussi vite. J'ai examiné votre dossier depuis notre conversation téléphonique de ce matin. J'ai des questions à vous poser et des éléments à vous montrer. » Il a ouvert un classeur, a étalé devant moi plusieurs feuilles. Et là, j'ai vu ma signature. Ou plutôt ce qui ressemblait à ma signature. Quelqu'un l'avait imitée avec soin, avec une application qui révélait qu'il, ou elle, avait passé du temps à étudier mes paraphes. Mais ce n'était pas moi. Je savais reconnaître ma propre signature. Ce grand C incurvé, ce F qui s'allonge vers la droite, et ce qui était inscrit sur ces papiers portait les grandes lignes, sans avoir l'âme du geste. C'était une copie. Bonne, mais une copie. Ce n'est pas ma signature. J'ai dit. Ma voix était ferme. Je ne tremblais pas, à ma propre surprise. Je n'ai jamais signé ces documents. Je n'étais pas à Saint-Gilles, le 15 septembre. Je peux vous fournir des preuves de ma présence à Lyon ce jour-là. J'avais une réunion pédagogique en matinée et une sortie au cinéma le soir. J'ai des tickets, des photos, des messages. Monsieur Delacour a hoché la tête. Il ne semblait pas me contester. Il semblait même, à mesure que je parlais, de plus en plus conforté dans quelque chose qu'il avait déjà commencé à penser. « Madame Fontaine, qui vous accompagnait habituellement dans vos transactions concernant ce bien ? » « Personne. Je gère cette propriété seule. »
Et vos parents ? Il a posé la question avec délicatesse, comme on pose quelque chose de fragile sur une surface incertaine. J'ai pris une grande inspiration. Mes parents n'ont aucun droit sur ce bien. La propriété m'a été léguée directement par ma grand-mère maternelle en 2020, après son décès. Il n'y a pas de copropriétaire, pas de mandataire, juste moi. Il a hoché la tête à nouveau. C'est bien ce que nos registres indiquent. Il a fait une pause. Madame Fontaine, je dois vous dire quelque chose qui va peut-être vous paraître difficile à entendre. Les personnes qui sont venues signer ces documents en votre nom le 15 septembre, nous avons la procédure habituelle. Nous avons demandé une pièce d'identité, un justificatif de propriété. La personne qui s'est présentée comme étant vous avait ces documents. Quelqu'un a utilisé mes papiers ? Une photocopie, vraisemblablement. Nous aurions dû demander l'original. Il a fermé les yeux une seconde, et j'ai compris que cette phrase lui coûtait, qu'elle représentait une faute professionnelle qu'il reconnaissait. Notre procédure a failli. Je vais être honnête avec vous. Nous allons annuler cette opération. Elle n'est pas encore effective. Il y a un délai légal pendant lequel les fonds ne sont pas débloqués. Le refinancement n'a pas encore eu lieu de façon irréversible. Nous pouvons y mettre un terme. Quelque chose en moi s'est desserré légèrement, comme un nœud qu'on commence à défaire sans en avoir encore terminé. Et les personnes qui ont fait ça, il y a eu un silence. Pas le genre de silence qui précède un refus, mais le genre de silence qui précède une révélation que l'interlocuteur ne sait pas encore comment formuler. Monsieur Delacour a ouvert un autre document, un formulaire que j'avais du mal à lire à l'envers, et a dit « Ces personnes avaient des appuis ». Une lettre d'un avocat présentée lors de la signature qui attestait de leur légitimité à agir en votre nom. Il a poussé le document vers moi. « Maître Amédée Florent, du cabinet Florent et associé, Nantes ». J'ai regardé le nom, je l'ai reconnu. Pas parce que c'était un avocat célèbre. Je l'ai reconnu parce que c'était l'avocat de mon oncle Bernard, le frère de mon père, un homme que ma famille traitait avec le mélange de respect et d'agacement qu'on réserve aux riches qui vous font des faveurs intéressées. Et mon oncle Bernard était un homme qui avait de l'argent, de l'influence, et une façon de faire les choses qui ressemblait toujours à de la générosité, mais qui était toujours, si on regardait de près, du contrôle. Monsieur Delacour m'observait, et je voyais sur son visage quelque chose d'étrange, une espèce de stupéfaction contenue, comme si lui aussi venait de comprendre quelque chose qu'il n'avait pas compris avant. « Vous connaissez cet avocat ?» a-t-il demandé. « Indirectement. C'est l'avocat de mon oncle paternel. » Le directeur s'est redressé dans son fauteuil. Il avait la mine de quelqu'un qui vient de recevoir une information qui change le sens de tout ce qu'il pensait savoir. « Bernard Fontaine ?» Il a articulé le nom avec précaution. « Oui. » Un nouveau silence. Plus long, plus chargé. « Madame Fontaine, je dois vous dire que le nom de Bernard Fontaine est connu de notre établissement, pas de notre agence directement, mais de notre direction régionale. Monsieur Fontaine est un client important de notre groupe depuis plusieurs décennies. Il a des intérêts dans plusieurs propriétés de la région. Il a marqué une pause. Ce que je vous dis là dépasse un peu mes attributions habituelles. Et je vous le dis parce que vous méritez de comprendre la situation dans sa totalité. Quand j'ai découvert la connexion entre ce dossier et le nom Fontaine, le prénom Bernard Fontaine, j'ai compris que nous avions affaire à quelque chose de plus complexe qu'une simple irrégularité administrative. Je l'ai regardé et j'ai senti quelque chose. Pas de la colère, pas encore, plutôt un sentiment de clarté terrible, comme quand le brouillard se dissipe et qu'on voit enfin le paysage tel qu'il est, sans atténuation, sans douceur. Mon oncle Bernard, qui avait toujours regardé la maison de bord de mer comme si elle lui appartenait un peu, qui demandait parfois, avec cette légèreté fausse des gens qui n'ont rien de léger, si j'avais des projets pour la maison. Et mes parents qui avaient pas des dettes, qui avaient toujours vécu au-dessus de leurs moyens, qui regardaient la maison des mouettes avec un mélange d'amour et d'envie que je n'avais jamais voulu analyser trop profondément, parce que certaines vérités font mal quand on les regarde en face. Monsieur Delacour a pris son téléphone. Je vais appeler notre département juridique maintenant, en votre présence. L'opération sera suspendue dans l'heure.
Et je vous conseille vivement de consulter un avocat, Madame Fontaine. Ce qui s'est passé constitue probablement une infraction pénale. Faux en écriture, usage de faux, peut-être complicité. Vous avez des droits. » J'ai dit oui. J'ai dit merci. Et pendant qu'il passait ses appels, j'ai regardé par la fenêtre du bureau. Une fenêtre qui donnait sur une ruelle pavée et au bout de laquelle on devinait, entre deux façades, un carré de ciel et de mer. Et j'ai pensé à ma grand-mère, à la façon dont elle m'avait un jour dit, lors d'un de ces soirs d'été où l'on parlait de tout et de rien, sur sa terrasse, le regard posé sur les étoiles. « Camille, les gens qui t'aiment vraiment ne prennent pas, ils donnent. Et si jamais quelqu'un essaie de prendre ce qui t'appartient, souviens-toi que ta force, c'est de savoir ce qui est juste. » Je n'avais pas vraiment compris ce qu'elle voulait dire à l'époque. Je l'avais trouvée un peu sentencieuse, avec l'impatience des 20 ans pour les maximes des anciens. Aujourd'hui, dans ce bureau qui sentait le papier et le café refroidi, je comprenais. Elle avait peut-être même prévu, pas les détails, pas les noms, pas les signatures falsifiées, mais le principe. Elle savait que les loups rôdent même dans les familles, surtout dans les familles. L'opération a été suspendue en 40 minutes. Monsieur Delacour m'a remis une attestation officielle, avec le cachet de l'agence et sa signature. Il m'a dit que leur avocat déposerait un rapport auprès de la direction et que je recevrais sous 48 heures une confirmation écrite de l'annulation. Il m'a regardé partir avec ce regard particulier des gens qui ont assisté à quelque chose qui les a un peu changés. Je suis sortie dans la rue. Le vent de mer m'a frappé au visage, froid et salé et vivifiant. J'ai marché jusqu'au port. J'ai sorti mon téléphone. J'aurais pu appeler mes parents, immédiatement. J'aurais pu appeler mon oncle Bernard, un avocat, mon frère, une amie, mais je n'ai appelé personne. J'ai marché le long du quai pendant une demi-heure, les mains dans les poches, et j'ai laissé la mer faire son travail. La mer a ce pouvoir-là. Elle met les choses à l'échelle. Elle rappelle que le temps est long et que les drames humains, si réels et si brûlants qu'ils soient, s'inscrivent dans quelque chose de beaucoup plus vaste. Je n'allais pas perdre la maison. C'était le fait central. La maison était sauve. Le reste, la trahison, la douleur, les questions sans réponse, pouvaient attendre encore un peu. J'ai trouvé un café ouvert sur le port, une de ces brasseries qui résistent à la fermeture hivernale, parce que les pêcheurs et les gens du bord de mer n'hibernent pas. J'ai commandé un thé. J'ai regardé les clients. Un vieux monsieur, avec un béret qui lisait le journal. 2 jeunes femmes qui discutaient en riant. Un homme en ciré, qui semblait avoir passé la matinée en mer. Ces gens qui menaçaient leurs vies ordinaires, sans rien avoir avec les signatures falsifiées et les familles qui se trahissent. J'ai pensé que dans 5 ans, dans 10 ans, ce mardi d'octobre serait une histoire qui m'aurait appris quelque chose. Je ne savais pas encore quoi, mais quelque chose. J'ai appelé mon frère Théo depuis ce café. Théo avait 30 ans, 3 de moins que moi, et il vivait à Bordeaux, où il travaillait dans une petite boîte de communication. Nous n'étions pas très proches, pas parce que nous ne nous aimions pas, mais parce que la vie nous avait emmenés dans des directions différentes. Mais Théo était quelqu'un de fiable. Il n'était pas comme nos parents. Je ne sais pas comment il avait réussi ça. Grandir dans la même maison, avec les mêmes modèles, et devenir quelqu'un de différent. Peut-être simplement parce que les gens sont ce qu'ils sont, malgré tout. Camille, sa voix avait cette légère inquiétude des gens qui voient s'afficher votre numéro en plein milieu de la matinée d'un mardi. Tout va bien? Non. Enfin si, ça va aller. Et j'ai tout raconté. Merde. Juste ça. Mais il l'a dit avec une telle conviction, avec un tel condensé d'émotions, que j'ai failli sourire. Est-ce que tu penses que c'est eux? Il voulait dire nos parents. Je ne sais pas encore qui a physiquement signé, mais l'avocat de l'oncle Bernard était là. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas encore. Demain peut-être. Je les appelle. Tu veux que je vienne? Cette question m'a touchée plus que je ne l'aurais prévu. Cette question simple, offerte sans condition. J'ai pensé que si la famille pouvait trahir, la famille pouvait aussi réparer. Pas toujours, pas tous, mais parfois. Non, ça va. Mais merci. Merci vraiment. Après avoir raccroché, j'ai bu mon thé jusqu'à la dernière goutte.
J'ai regardé le port encore un moment. Et puis j'ai pris ma voiture et je suis allée à la maison des mouettes. Elle était fermée depuis l'été. La clé était dans mon sac. Je la portais toujours, même à Lyon, comme un talisman. La grille du jardin a grincé comme elle grinçait toujours. Ce son particulier qui m'avait accueilli des milliers de fois. Les hortensias étaient fanées, mais pas encore morts, bruns et roussis, dans cet état intermédiaire de l'automne qui est entre la beauté de l'été et la tristesse de l'hiver. La maison sentait le fermé, et l'humidité, et ce fond de lavande persistant, peut-être des meubles eux-mêmes, imprégnés de décennies de présence de ma grand-mère. Je me suis assise dans le fauteuil en osier de la véranda, le même où elle s'asseyait. J'ai regardé la mer, qu'on voyait entre les pins, grise et remuante et magnifique, dans sa grisaille d'octobre. Et j'ai pleuré pour de bon, cette fois. Pas beaucoup. Je ne suis pas quelqu'un qui pleure beaucoup, mais suffisamment pour que ça nettoie quelque chose, pour que la pression de la matinée se dissipe un peu, pour que la douleur de la trahison se transforme, ne serait-ce que partiellement, en quelque chose que je pouvais regarder en face. Parce que c'était ça, au fond, la chose la plus dure. Pas les signatures falsifiées, pas les procédures juridiques, pas même la perspective d'avoir pu perdre cette maison. C'était la certitude que mes parents avaient choisi, en toute conscience, de me trahir. Qu'ils avaient pesé dans une balance invisible d'un côté leurs dettes et leurs besoins, et de l'autre ma confiance et mon héritage, et l'amour que ma grand-mère avait mis en lieu sûr chez moi, et qu'ils avaient choisi. Cette pensée-là, plus que tout le reste, me faisait du mal. Mais il y avait autre chose aussi, quelque chose de plus doux, de plus inattendu. La façon dont Monsieur de la Cour m'avait regardé quand j'étais partie. Pas avec de la pitié, ce regard que je déteste, mais avec quelque chose qui ressemblait à de l'admiration. La façon dont Aurélie Morin, en me raccompagnant à la porte, avait dit à voix basse « Vous avez eu raison de venir immédiatement. Beaucoup de gens n'auraient pas su réagir comme ça. » La voix de Théo disant « Tu veux que je vienne? La clé dans ma poche, la mer entre les pins. La maison encore debout. Encore à moi, encore entière. Ma grand-mère avait raison. Ma force, c'était de savoir ce qui était juste. Et ce mardi-là, j'avais su. Je suis restée à Saint-Gilles 2 jours. J'ai aéré la maison. J'ai acheté du pain et des légumes au marché. J'ai marché sur la plage vide où les goélands criaient contre le vent. J'ai lu un vieux roman de Simenon trouvé dans la bibliothèque de ma grand-mère, les pages jaunies par l'humidité marine. Et j'ai dormi avec le bruit de la mer comme seule compagnie. C'était exactement ce dont j'avais besoin. Le 2e soir, j'ai appelé mes parents. Ma mère a décroché après 2 sonneries. Sa voix était normale, trop normale. Cette normalité des gens qui attendent un appel. « Camille, ma chérie, comment tu vas? Je suis à Saint-Gilles. » Silence. Bref, mais éloquent. « Oh !» Puis prudemment. « Pourquoi faire? Pour voir ma maison. Et pour parler à la banque. » Ma voix était posée. « Vous savez ce que j'ai trouvé en arrivant à l'agence. » Sa voix a tremblé légèrement. « Camille, écoute, on peut s'expliquer. C'était pour te protéger. » « Maman. » Je l'ai interrompu doucement. « Tu n'as pas à me protéger de quoi que ce soit, en falsifiant ma signature sur des documents bancaires. Ce n'est pas de la protection, c'est de la trahison. » Elle a pleuré. Mon père a pris le téléphone. Il a dit qu'il était désolé. Il a dit que la situation financière était devenue ingérable. Il a dit que l'oncle Bernard avait proposé son aide, avait suggéré de refinancer la maison, que ça leur donnerait de l'air, que Camille comprendrait après coup. Il a dit tout ça avec la voix des gens qui ont suivi un mauvais conseil et qui, maintenant que les conséquences sont là, ne savent plus comment elles ont pu paraître raisonnables. J'ai écouté. Et puis j'ai dit « Je ne veux pas de procès, mais je veux que vous compreniez ce que vous avez fait. Et je veux que vous rendiez des comptes à l'oncle Bernard, pas à moi. C'est son affaire. » Mon père a dit qu'il comprenait. Ma mère pleurait encore. Et j'ai raccroché. Je me suis assise sur les marches de la véranda. L'air nocturne sentait le sel et les algues. La lune était presque pleine, jetant une lumière argentée sur les pins et sur la mer qu'on devinait au loin. Et j'ai senti quelque chose que je n'attendais pas. Un début de pardon. Pas l'absolution complète. Pas le retour à l'innocence d'avant.
Parce que ça, ce n'est jamais possible une fois qu'on a vu. Mais quelque chose de plus adulte que la colère, quelque chose qui ressemblait à la compréhension douloureuse que les gens qu'on aime peuvent faire de terribles choses, et qu'on peut les comprendre sans les excuser, et qu'on peut les tenir responsables sans les haïr. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est peut-être la forme la plus difficile et la plus grande de la force. L'oncle Bernard, lui, était une autre affaire. Dans les semaines qui ont suivi, l'avocat qui l'avait mandaté a reçu un courrier de ma part, rédigé avec l'aide d'une consoeur, qui détaillait les irrégularités commises et notifiait que si une quelconque tentative similaire devait avoir lieu, je n'hésiterais pas à porter plainte. Je n'ai jamais su exactement quelle part mon oncle avait joué, s'il avait orchestré la chose, ou simplement facilité, s'il espérait hériter de la maison d'une façon ou d'une autre. Ce que je sais, c'est qu'il n'a plus jamais mentionné la maison des mouettes, et qu'il est resté très silencieux lors des repas de famille qui ont suivi. Les repas de famille. C'est drôle, comment la vie continue même après les tremblements de terre. Il y en a eu d'autres, des réunions, des anniversaires auxquels j'allais, parce que je suis quelqu'un qui croit que les liens valent la peine d'être maintenus, même quand ils ont souffert. Mes parents et moi avons traversé une période longue et laborieuse, faite de conversations hésitantes et de silences tendus, et de moments où l'on redevenait, presque, ce qu'on avait été avant. Le pardon n'est pas un événement, c'est un processus. Et il y a des jours où l'on pense avoir franchi un pas, et des jours où l'on se retrouve de nouveau au début. Mais on continue quand même, parce que c'est ça, la vie avec les gens qu'on aime et qui nous ont déçus. On continue, maladroitement, et parfois avec grâce. La maison des mouettes, elle, a continué d'être ce qu'elle avait toujours été, mon refuge. L'hiver, je venais parfois le week-end, seule ou avec des amis, et j'ouvrais les volets, et j'allumais la cheminée, et je cuisinais des soupes épaisses, et je lisais au coin du feu, pendant que le vent soufflait dehors. L'été, j'invitais des gens que j'aimais. Mon frère Théo est venu avec sa petite amie, et nous avons bu du vin rosé sur la terrasse jusqu'à des heures indues, et j'ai pensé que ma grand-mère aurait aimé entendre nos rires dans sa maison. Et le mardi suivant, exactement une semaine après celui où la banque m'avait contacté, j'avais reçu la confirmation officielle de l'annulation du refinancement. L'opération n'avait jamais eu lieu dans les faits. La maison était libre de toute charge. Monsieur Delacour m'avait écrit une lettre personnelle, sobre et professionnelle, qui se terminait ainsi. Notre établissement a pris les mesures nécessaires pour prévenir tout incident similaire à l'avenir. Nous vous souhaitons une bonne continuation, Madame Fontaine. Il n'avait pas mentionné le nom de mon oncle. Il n'avait pas mentionné l'avocat. Mais j'avais compris, à la lecture de ce message, qu'il avait compris, lui aussi, toute la dimension de ce qui s'était passé, qu'il avait été, le temps d'une matinée, le témoin involontaire d'une histoire de famille, et de trahison et de résistance, et qu'il en gardait quelque chose, comme on garde quelque chose de ce qu'on a vu sans pouvoir changer. J'y pense parfois, à cette semaine d'octobre. Je m'y retourne comme on se retourne vers une page qu'on a trouvée difficile, mais révélatrice. Ce que j'en ai appris n'est pas original. Les histoires de trahison familiale sont aussi vieilles que l'humanité, mais elles ne font pas moins mal pour autant, et elles n'enseignent pas moins parce qu'elles ont déjà été enseignées. Chaque génération doit réapprendre, dans sa propre chair, que l'amour ne protège pas nécessairement de l'injustice, que les gens peuvent vous aimer et vous faire du mal en même temps, que la famille est un terrain complexe où le meilleur et le pire cohabitent parfois dans les mêmes personnes. Ce que j'en ai appris, surtout, c'est que je suis plus solide que je ne le pensais, que quelque chose en moi, ce matin de mardi, avait su exactement quoi faire. Pas par calcul, pas par préparation, mais par instinct. L'instinct de quelqu'un qui a été aimé authentiquement au moins une fois. Ma grand-mère m'avait appris ça, en me léguant cette maison. Elle m'avait dit quelque chose que je n'entends clairement que maintenant. Tu es capable. Tu es suffisamment capable pour que je te confie ce qui m'est précieux. N'oublie pas que tu l'es. Je ne l'oublie plus. La maison des mouettes est toujours là, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, avec ses volets bleus et ses hortensias
et son odeur de sel et de lavande. Elle m'attend, fidèle et silencieuse, à chaque fois que j'arrive. Elle m'accueille avec le grincement de sa grille et la vue de la mer entre les pins et ce sentiment particulier que j'ai nulle part ailleurs, ce sentiment d'être à ma place, pas celle de mes parents, ni celle de mon oncle, ni celle de personne d'autre, la mienne. Et parfois, quand je m'assieds dans le vieux fauteuil, en osier de la véranda, et que je regarde la mer se déployer à l'horizon dans toute son indifférence majestueuse et douce, je pense que ma grand-mère Élise aurait aimé savoir comment tout ça s'est terminé. Pas pour avoir raison. Elle n'était pas de ces gens qui ont besoin d'avoir raison, mais parce qu'elle aimait les bonnes fins, les fins où quelqu'un tient bon, les fins où la maison reste debout. Elle l'est, je la tiens. C'est tout ce qu'il faut savoir.